vous asseoir. Alors, je comprends que les petits... Oui, bonjour, Madame la greffière. Je comprends que les petits pépins techniques sont réglés? Oui, on a eu des discussions, puis on va pouvoir y aller rondement aujourd'hui. Parfait. Merci. Identification du procureur. Bonjour, Monsieur le commissaire Alexandre Thériault-Marois pour la commission. Bonjour, Monsieur le commissaire. Sébastien Laprise, Langlois avocat pour la Société d'assurance auto. Désolé, Robert Sutherland, avocat pour la Société. Oui, bon matin. Maxime C. pour le procureur général du Québec. Bonjour, Cloutier. Bonjour, monsieur. Oh. Pierre Saint-Pierre, Société d'assurance automobile du Québec. Parfait, on va vous assermenter, monsieur Saint-Pierre. Donc, bonjour. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité et toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. Pierre Saint-Pierre, analyste en approvisionnement, Société d'assurance automobile du Québec. Merci. Votre témoin. Merci, Madame la greffière. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Donc, tel que mentionné, mon nom est Alexandre Thériault-Marois. Je suis procureur pour la commission et je vais vous poser quelques questions ce matin en lien avec votre implication sur le projet CASA. Oui. Pourriez-vous, Monsieur Saint-Pierre, en vous adressant au commissaire, nous faire état de votre formation académique et ensuite de votre expérience professionnelle avant votre arrivée à la société? OK. En 1979, j'ai un baccalauréat en sciences d'administration à l'Université Laval. Ensuite, j'ai travaillé 11 ans comme acheteur d'une compagnie privée qu'en 1990, en juillet 90, je suis rentré à la Société d'assurance automobile du Québec et j'occupe les mêmes fonctions depuis 1990. Et quelles sont ces fonctions, Monsieur Saint-Pierre? Analyste en approvisionnement. Parfait. Vous êtes dans quelle équipe? Dans quelle direction, dans quelle équipe à la société? La direction de la gestion de la conformité contractuelle. Parfait. Et si vous pouviez nous faire la ligne hiérarchique, situons-nous, M. Saint-Pierre, en 2014. D'accord? Vous êtes à la société, vous occupez vos fonctions. Est-ce que vous pourriez nous faire la ligne hiérarchique, donc votre supérieur immédiat jusqu'à la présidente et chef de la direction de la société? Oui, il y avait M. Martin Tremblay qui était mon coordonnateur au niveau des dossiers d'acquisition. Vicky Maranda qui était, je crois à l'époque, ma chef de service. Sylvie Chabot qui était ma directrice et M. Rodrigue Côté qui était notre directeur général. Et à ce moment-là, si on continue au-dessus de M. Rodrigue Côté? Le VP du temps, c'est vous que j'ai un blanc de mémoire. Je me rappelle peu du... Monsieur Léveillé. Pardon? Ce serait Monsieur Léveillé? Non, Michel Léveillé, vous parlez? Oui. Non, Michel Léveillé, il était vice-président du côté de l'informatique. Vous avez raison. Donc, vous seriez sous M. Frenette, finalement, qui était... Oui. Parfait. Oui, excusez. Il n'y a pas de problème. Aucun souci. Donc, Mme Chabot, qu'on a entendue hier à la commission, elle est votre directrice. C'est ce que je comprends? Oui. Bien. Est-ce que vous pourriez nous dire, là, de façon au quotidien, puis là, vous avez toujours occupé les mêmes fonctions, ça va être facile, là, mais en 2014, au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos tâches, à l'exclusion du projet CASA? Excusez, on reçoit des demandes de nos clients internes pour combler des besoins, pour aller chercher des... Moi, j'étais surtout spécialisé en achat d'équipements, impliqué beaucoup au niveau achat d'équipements informatiques. Fait qu'on recevait des demandes de la VPTI. Dans le temps, il y avait c'était pas VPTI, oui, la VPTI dans le temps, pour de l'acquisition d'équipements informatiques. Fait qu'on procédait, on recevait les demandes, on procédait à l'appel d'offres et à l'adjudication des contrôles. Quand on parle d'équipement informatique, on parle de quoi, par exemple? Micro-ordinateur, imprimante, logiciel, puis ça va jusqu'au support et la maintenance de ces équipements-là. Okay. Donc, autant le software que le matériel, là, les équipements qui sont... Oui. Faits. Oui. Et ce que je comprends, c'est que donc vous recevez la demande, puis vous procédez à l'appel d'offres. Donc, par exemple, si on a parlé de SEAO, les publications qui sont sur SEAO, par exemple, est-ce que ça fait partie de vos responsabilités? Oui. Qu'en est-il de la rédaction des documents d'appel d'offres en tant que tel? Bon, le document, le gabarit
d'appel d'offres est divisé en plusieurs sections, dont la section 2, qui est le besoin. Ça, souvent, c'est le client qui le remplit. Nous autres, on jette quand même... Il faut avoir un œil critique quand même sur ce besoin-là. Entre autres, il ne faut pas que le besoin soit ciblé. Fait qu'on lit cette partie-là, puis ce qu'on fait, nous autres, on complète les autres sections qui sont plus d'ordre administratif et les bordereaux de réponse, bordereaux de prix, etc. Bien. Donc, je comprends qu'il y a un travail, une certaine collaboration qui s'installe en temps normal, là, entre vous et le client. Là, vous avez nommé la VPTI, par exemple. Oui. Puis, la VPTI va rédiger ce que vous appelez comme étant la partie 2, là, qui sont le besoin. Le besoin. Oui. Puis, mais vous allez le relire par la suite. Oui. Parfait. Je vais vous amener à l'appel d'offres du projet CASA, Oui. qui va mener éventuellement à l'adjudication d'un contrat à l'alliance SAP-LGS. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire, au sein de votre division à la gestion contractuelle, qui a été impliqué dans ce processus-là? Bon, en premier, il y a eu l'avis d'appel d'intérêt. D'accord. OK? Ça, j'ai participé. C'était moi qui s'occupais de la correspondance entre les fournisseurs et la Société d'assurance auto du Québec. D'accord. OK? Ça a été publié dans SAO, etc. Ça, j'étais... On va y revenir en détail dans quelques instants, mais pour l'instant, simplement nous nommer les différents intervenants à la gestion contractuelle qui ont été impliqués. OK, bien, il y avait... c'était Martin Tremblay, Vicky Miranda et ma directrice, Mme Jabot. D'accord. Et M. Tremblay, lui, on n'en a pas fait état jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il faisait? M. Tremblay a été impliqué beaucoup dans l'écriture du document d'appel d'offres. D'accord. La partie 1, la partie 2? Ça allait plus loin que ça. La révision des besoins. Oui. OK, la partie 2, là, qui était besoin, là. Quand je vous disais tantôt qu'on jette toujours un coup d'œil là-dessus, là, ça s'est passé de même aussi. OK. Donc là, M. Tremblay, lui, dans votre ligne hiérarchique, il occupe le poste de coordonnateur, c'est bien ça? Oui. OK. Qui n'est pas un cadre en tant que tel? Non. Vous êtes un employé syndiqué de la société? Oui, je suis professionnel dans le... Professionnel Oui. syndiqué? Oui. M. Tremblay est coordonnateur? Oui, il est professionnel syndiqué, mais il coordonne des professionnels comme moi. Parfait. Et Mme Maranda, elle, dans la chaîne hiérarchique, elle a changé de fonction entre-temps? Bien, en 2020-2021, elle a changé de fonction. Elle a remplacé Mme Chabot comme directrice. Oui. Oui. Mais au préalable? Je crois que c'était ma chef de service. Très bien. OK? Donc, une cadre Oui. elle-même. Et tout ça est chapeauté par Mme Chabot. Oui. Alors, venons-en maintenant à l'appel d'intérêt dont vous étiez sur le point de nous faire état. Oui. Peut-être nous mettre en contexte, là, qu'est-ce qu'on vous demande, puis qu'est-ce qui est publié exactement? Bon, on voulait sonder le marché, à savoir c'est qui les fournisseurs de ce qu'on appelait un PGI, là. OK? Fait qu'on a publié un avis d'appel d'intérêt, qui, c'était pas la première fois, là. C'est un outil qu'on utilise assez souvent. Puis, on a publié ça, puis on a eu... Là, on est à quel moment? Publié avec des besoins qu'on avait. Oui. OK? Avec une description du besoin. Puis, finalement, on a eu 5 réponses de des fournisseurs. Bon. On vous situe à quel moment, là? À quel moment vous publiez sur SAO cet appel d'intérêt initial? Printemps 2014. Et de façon générale, M. Saint-Pierre, qu'est-ce qui est visé par l'appel d'intérêt à ce moment-là? C'était ce qu'on appelait un logiciel de gestion financière, là, intégré là, au niveau financier. Parce qu'on utilisait un logiciel que ça faisait déjà au moins 5 ans qui n'était plus supporté. On appelait ça DBS. DBS. Puis ça faisait au moins 5 ans qu'il n'était plus supporté par le fabricant dans le temps. Fait qu'on était dû pour se moderniser là-dedans. Fait que, au printemps 2014, ça touchait surtout ce qu'on peut appeler la livraison 1 de CASA. Là. Très bien. On se comprend. Que s'est-il passé par la suite, M. Saint-Pierre?
Bon, on a analysé les réponses des fournisseurs. Oui. Est-ce qu'on peut les nommer? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, ben, il y avait, attendez un petit peu, SAP, Oracle. Je vais nommer. OK, Infor, Oracle, SAP Canada, Medi Solutions, puis Microsoft Canada. Très bien. Donc, vous analysez leurs réponses Oui. par la suite? Bon, là, ce qui est arrivé, c'est que on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être élargir le besoin. Quand je disais que... parce qu'avec les réponses des fournisseurs, on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être élargir le besoin. Puis là, je vais vous parler de L2, L3, là, OK? Fait que, On commence à être familier. Allez-y, ouais, il n'y a pas de c'est problème. pour ça que... fait que là, ce qu'on a fait, on a informé les fournisseurs, ça c'était au mois de septembre 2014, qu'on allait faire un... vous avez sûrement la lettre, là, pour utiliser les mots exacts, là, qu'on allait tâter le terrain avec des logiciels qu'on avait déjà en place, OK, pour voir si on pouvait élargir le besoin. Puis là, effectivement, on s'est aperçu qu'on pouvait élargir le besoin. Puis là, on a contacté les fournisseurs, OK? On les a remis 21 fichiers à compléter pour fin janvier 2015. OK. Là, vous êtes en décembre 2014, si je ne me trompe pas? Là, on est en décembre 2014. OK, Parfait. en septembre 2014, de septembre à décembre, l'expérimentation, ou l'analyse à savoir si on peut augmenter le besoin, là, OK, a été faite avec SAP. Bon. Mais là, identifions, soyons un peu plus précis. Oui. Quand vous recevez les demandes, puis vous dites, on a procédé à l'analyse, Oui. puis on a vérifié si on ne pouvait pas élargir, et là, vous venez de nommer SAP. On a vu peut-être la possibilité qu'on pouvait élargir avec les réponses qu'on avait eues. Le « on », là, c'est qui, ça? Ben, écoutez, M. Malenfant, c'est la VPTI, dans le fond, là. C'est eux autres qui avaient le besoin. Non, c'est juste que, parce que je ne veux pas vous impliquer outre mesure, M. Saint-Pierre, là, mais quand vous recevez les réponses initialement à l'appel d'intérêt, Oui. c'est pas vous, M. Saint-Pierre, qui regardez les réponses puis qui, bon, vous dites, ah, ben là, on pourrait peut-être contacter SAP pour élargir les besoins. C'est pas vous, personnellement, qui Ah faites non, ça. non. OK. On se comprenne bien. C'est la VPTI qui s'occupait de regarder les réponses des fournisseurs. Très bien. Qui est votre client, entre guillemets, pour cette... vous avez nommé tantôt le client interne, là, Oui. Bon. Et ça, à votre connaissance, là, je comprends que vous êtes la personne attitrée là, à la gestion contractuelle pour ce processus-là à Oui. ce moment-là. Oui. À votre connaissance, est-ce que M. Malenfant, votre client interne, va explorer avec d'autres éditeurs que SAP pour élargir la portée de l'appel d'intérêt initial? Ça s'est fait au mois de décembre 2014. Par la suite? Oui. Bon. Quelle a été votre réaction, M. Saint-Pierre, là, quand vous avez compris que, suite à l'analyse, la VPTI était en dialogue avec SAP pour élargir la portée de ce qui correspond à la L1? J'ai fait un saut parce que je me demandais pourquoi on fait ça juste avec SAP. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'est que à ce moment-là, on va revenir avec les 4 autres par après. Par la suite, ce qui est le processus que vous nous expliquez en décembre. Exact, décembre et janvier, oui. Quand vous êtes revenu auprès des autres, monsieur... En décembre? Là? En décembre, Oui. quand vous faites appelons-la une relance Oui. de l'appel d'intérêt Oui. initial, quelle a été la réponse de LGS? Puis peut-être qu'on peut exhiber Mme la greffière adjointe. C'est parce que le GS n'était pas impliqué là-dedans. Là. J'ai dit, je voulais dire SAP. Merci, vous écoutez. En tout cas, vous suivez. Est-ce qu'on pourrait donc exhiber aux témoins le courriel échangé entre Pierre Saint-Pierre et SAP?
Il est déjà coté, ce courriel, peut-être? Oui, il est déjà coté sous 35 P201. Oui. Donc, essentiellement, là, vous voyez le courriel, M. Saint-Pierre. Là, qu'est-ce que SAP vous répond en décembre lors de la relance? Mais c'est parce que quand on a fait la relance, on a envoyé la même lettre aux 5 fournisseurs, incluant SAP. Oui. Et on lui demandait de déposer les réponses pour fin janvier. Là, OK? Puis c'est la réponse que j'ai eue de SAP qui me disait que moi, on ne déposera pas de réponse parce que les réponses, vous les avez déjà, on les a fournies à l'automne 2014. À la BPTI dans le cadre Oui. du processus. Très bien. Que se passe-t-il donc en janvier 2014, une fois que vous sollicitez de nouveau les 5 répondants? Qu'est-ce que vous recevez comme réponse de la part de celui-ci? Bien, on les avait fourni 21 fichiers, des grilles dans 21 fichiers à compléter. On a reçu les grilles complétées des fournisseurs. Oui. De tous les fournisseurs? Non, non. SAP, je ne l'ai pas vu là, parce que ça s'est fait à l'automne 2014 avec la VPTI. Ça, c'est pas passant de vos mains, finalement. L'automne 2014 avec SAP, non. C'est ça. OK. En janvier, on a eu 4 réponses, mais la réponse de Microsoft nous disait que il ne pouvait pas répondre parce qu'il avait besoin de contacter trop de partenaires, que finalement, il manquait de temps pour nous déposer ça à la fin janvier 2015. Mais par contre, par la suite, quand il y a eu la préqualification, Microsoft a répondu, parce que là, on était rendu 4-5 mois plus tard. Là. Fait que dans le fond, on a reçu 3 réponses, puis on avait déjà les réponses de SAP. Très bien. Justement, parlons de la préqualification. Puis là, M. Saint-Pierre, on va suivre votre implication tout au long du processus d'appel d'offres. Oui. Si on parle justement de la préqualification à la fois de l'éditeur et à la fois de l'intégrateur, donc oui. les étapes qu'on a nommées, les étapes A et B, est-ce que vous, personnellement, vous avez été impliqué? Très peu. C'était M. Tremblay, Mme Maranda, chapeauté par Mme Chabot, là, qui s'en occupait principalement. Qui s'occupait de la rédaction. Bien, oui, mais la VPTI était toujours là. Oui, non, on est d'accord. Okay. Parfait. Si on parle maintenant des documents d'appel d'offres en soi, donc l'étape C, donc la rédaction, oui. Une fois qu'on a préqualifié certains joueurs, oui. Les documents d'appel d'offres en tant que tels. Quelle a été votre participation à ce moment-là? Très peu. À quel niveau? Des fois, Martin Tremblay ou Vicky pouvaient venir me consulter pour avoir mon opinion. Mais c'était toujours Martin et Vicky, principalement, là, qui travaillaient sur le dossier avec Mme Chabot. Très bien. Si je vous... En fait, je vais vous exhiber, pour ce qui est... J'en ai donné une copie, Monsieur Saint-Pierre, du projet de contrat à signer. Oui. Qui est présent dans les documents d'appel d'offres. Oui. Si vous voulez bien, Madame la greffière adjointe, c'est le document AOPC. On va aller directement à la page 255. Monsieur le commissaire, on va faire référence à ce document, là, mais on a eu des discussions quant à la protection de certaines mentions qui pourraient, dans le document, qui pourraient illustrer disons, certains intérêts légitimes importants de la société quant à son système informatique, qui est illustré dans les documents d'appel d'offres. Donc, on va faire attention. Oui, absolument. Pour la divulgation de ces documents et la production. Mais là, on va se concentrer sur le contrat à signer qui est joint au document d'appel d'offres.
Monsieur Saint-Pierre, puis on va voir, là, vous allez être impliqué dans la négociation de ce contrat par la suite. Oui. Mais vous, de façon générale à la société, lorsque vous procédez à un appel d'offres, Oui. est-ce que vous joignez un projet de contrat à signer dans vos documents d'appel d'offres? Je vous répondrai tout le temps. Toujours? Et peut-être quelques exceptions, mais c'est notre façon habituelle de travailler. Donc, les documents d'appel d'offres définissent, par exemple, les besoins. Oui, Il y a un bordereau de prix, oui, puis il y a un projet de contrat qui doit être signé oui, par l'adjudicataire. oui. Est-ce que ce contrat, habituellement, il est négociable? Non. Donc, quand on dit que c'est un projet de contrat, qu'est-ce qu'on va venir, en temps normal, là, on n'est pas dans le projet CASA, qu'est-ce qu'on va oui. venir modifier dans le projet de contrat une fois qu'on adjuge l'appel d'offres? La seule période où ce qu'on peut faire une modification, c'est durant la période de soumission. Si un fournisseur nous écrit, puis qui est prêt à modifier, OK, telle clause, bien là, on va... l'équipe de projet là, qui est sur le dossier, on va prendre connaissance, on va regarder ça, puis on va prendre la décision. Si on prend la décision de la modifier, on va émettre un addenda au contrat qui va informer tous les fournisseurs qui sont procurés le document via SAO pour leur dire que cette clause-là, qui était ça, est maintenant rendue ça. C'est la seule période qui peut se faire quelque chose, mais c'est des cas très isolés. C'est très rare qu'on a des situations comme ça, là, que durant la période de soumission, un fournisseur va nous demander de modifier une clause du spécimen de contrat, puis on le demande qui est dans l'appel d'offres. Okay. Mais c'est une intervention très, très à propos, M. Saint-Pierre, parce que ce que vous nous dites finalement, c'est que le projet de contrat qui est dans les documents d'appel d'offres, il est assigné, il n'est pas négociable, mais si par ailleurs un soumissionnaire dit « moi, cette clause-là, je ne suis pas confortable avec elle Oui. », là, il va vous écrire pendant le processus d'appel d'offres. Le contrat n'est pas encore adjugé, Mais non, évidemment. OK. Pendant le processus d'appel d'offres. Et vous allez publier un addenda pour venir modifier, si vous acceptez, vous allez venir publier un addenda pour venir modifier le libellé de la clause en question. Oui. Et là, ça va s'appliquer à tout le monde, Oui. à tous les soumissionnaires. Oui. Mais l'addenda, habituellement, là, OK, le fournisseur nous pose une question, OK, puis bon, nous autres, on publie la question telle qu'elle. OK? Sur SAO. Dans l'addenda qui est publié sur SAO. Oui. OK? Et on fournit la réponse qu'on a décidée. Bien. Est-ce qu'il y a changement ou pas, par exemple? S'il n'y a pas de changement, on dit qu'on refuse de modifier la clause. Puis à ce moment-là, le soumissionnaire est libre de ne pas soumissionner s'il est en désaccord. C'est ça. OK. Mais si par ailleurs on modifie la clause, par exemple, pour une clause qui serait plus avantageuse pour les soumissionnaires, supposons. Souvent, quand que, si un des soumissionnaires nous demande de modifier une clause, c'est parce que ça ne fait pas son affaire. Oui. Fait que, il s'agit de savoir de notre côté quel impact ça peut avoir. D'accord. Puis, si ça n'a pas d'impact du tout, bien, pour ne pas s'éliminer un soumissionnaire, on va accepter. Mais il faut penser aux autres aussi. Est-ce que, tu sais, c'est pas juste. Il faut penser aux autres fournisseurs qui veulent soumissionner. Ça va-tu. Tu sais, il faut se mettre à penser. Là, il va-tu être pour. Tu sais, il va-tu contester le fait qu'on change la clause? Tout ça qu'il faut penser là, pour essayer d'avoir le plus de fournisseurs possible là, qui répondent aux besoins. Voilà, on veut susciter la concurrence. Oui, puis on veut que tous les soumissionnaires soient sur un pied d'égalité. Oui. Là, dans le contrat, dans le projet de contrat que vous avez sous les yeux, monsieur, Oui. On mentionne, à noter que le contrat aux pages suivantes n'est pas complet et qu'il sera finalisé suite au dialogue compétitif. Oui. Seules les clauses présentées dans la section négociable pourront être modifiées en cours de processus. Oui. D'abord, vous, là, est-ce que vous êtes familier avec un contrat assigné, publié dans les documents d'appel d'offres, où on a des clauses négociables? C'était la première fois que je traitais un dossier de cette façon-là. Très bien. Mais
je veux rajouter quelque chose aussi, là. C'est que l'esprit qu'il y avait en arrière de ça, c'est que, bon, on savait que Oracle, SAP, OK, étaient préqualifiés. Et c'est deux entreprises qui insistent énormément, quand on fait affaire avec eux autres, à signer leur contrat. C'est pas dans leur façon de faire de signer, mettons, les contrats du gouvernement du Québec, pour prendre ceux-là. Là. Fait qu'il bon, ça, on le savait. On le savait, on les connaissait. Fait que, on s'est dit, ben, on va écrire des clauses qui peuvent se négocier puis qu'on réglera avec l'adjudicateur potentiel. On va aller voir les clauses en question, Oui. Monsieur Saint-Pierre, justement, puis vous pourriez peut-être nous pointer plus spécifiquement quand vous faites référence à des contraintes ou en fait des demandes de ces éditeurs, peut-être nous pointer là, les clauses en particulier. Oui, que je vais voir à l'écran. Là. Oui. Oui. Ben, et vous l'avez également, je pense, là, imprimé devant vous, mais Madame la greffière adjointe, si on peut explorer là, le contrat signé en descendant. Donc, on voit ici le contrat de service professionnel entre la SAAC et évidemment l'adjudicataire qui sera à déterminer. Et si on descend, bon, alors là, vous voyez comme nous, M. Saint-Pierre, qu'on a une section non négociable, Oui. qui sont les articles 1 à 13. Oui. Et si on descend, Madame la greffière adjointe, après la section 13, là, on a la section négociable, c'est-à-dire les articles 14 à 20. C'est bien ça? Oui. Donc, d'abord, on a la clause 14, modalité de paiement. Et si on descend un peu, encore un peu. Bien. Et là, on va aller voir la clause 14. Si vous pouvez descendre encore un petit peu. Oups. On est remonté à 14, Madame la... Ah, j'ai dit 14 ans. Si on peut aller voir la clause 15, pardon. Et là, on a finalement les clauses 15 à 20 qui sont simplement... dont le titre est nommé, mais il n'y a pas de texte. Exact. Maintenant, est-ce qu'il y a du texte par ailleurs à négocier qui se retrouve dans les documents d'appel d'offres pour ces clauses-là? Oui, il fallait aller voir dans le document d'appel d'offres, exemple, la clause du sous-contrat qui était la clause 4.6. Parfait. Donc, on va remonter un peu dans les documents d'appel d'offres. On va aller voir, si je ne m'abuse, c'est la page 237. 237, parfait. Oui. Donc, 237, par contre, du document d'appel d'offres, Madame la greffière adjointe. C'est 4.6, c'est l'article avant. C'est sur sous-contrat. Donc, on voit ici les mentions, là, il y a même des mentions non négociables et négociables à l'intérieur Oui. de ces clauses-là. Puis on peut peut-être descendre, explorer un peu plus. On peut descendre aussi. Vous avez à la page 340. Attendez un petit peu. Alors, 250. La page 250 du document d'appel d'offres. Avant, je vois le 247. Ah, OK. C'est Mme la greffière OK, adjointe oui. qui va là. 237. La prochaine est à 247. Donc, si on descend un petit peu, Mme la greffière adjointe. Oui, session de contrat. Donc, on mentionne bien à 5.9, justement, session de contrat qui était une des clauses identifiées aux pages 255 et suivantes dans le projet de contrat. Puis on mentionne à 5.9, cette clause peut faire l'objet d'une négociation entre l'Alliance et la société. Oui. Parfait.
On les regardera pas une par une, M. Saint-Pierre. Je pense qu'on a compris la mécanique. Oui. Maintenant, cette négociation-là doit avoir lieu dans votre esprit, là, à quel moment? Au dialogue compétitif. Donc, on va se rendre justement au dialogue compétitif, mais peut-être juste avant, là, nous assurer pour les étapes D et E, c'est-à-dire l'évaluation de la qualité des soumissions reçues. Est-ce que vous allez être impliqué? Non. Parfait. Donc, votre implication recommence, si on veut, au moment du dialogue compétitif. Oui. On va produire, en fait, on va vous exhiber à l'écran un document qui s'intitule Dialogue compétitif, agenda et composition. Alors, un peu d'intendance, Monsieur le commissaire. Là, hier, on a coté la pièce 39P212. Elle était déjà cotée sous la cote 35P162. Puis là, le document ici qu'on va coter, ça sera la pièce 40P212. Donc, de façon générale, M. Saint-Pierre, quelle est votre implication dans le cadre de l'étape F, le dialogue compétitif? C'était de voir les réponses des fournisseurs au niveau du contrat. Okay. Eux autres, ils ont déposé leurs contrats. Okay. Oui. Et c'était de discuter avec les fournisseurs, là, par exemple, les clauses de contrat, mais c'était plus que ça aussi. Il y avait les licences aussi que j'ai été impliqué un peu aussi à regarder, là. OK? Mais c'est ça. C'était des discussions au niveau du contrat. Bon. On va y aller. Procédons par étapes. Oui. C'est-à-dire que les demandes des soumissionnaires au niveau contractuel. Parce que là, je comprends que dans le dialogue compétitif, vous, tout ce qui est affaires informatiques, vous n'êtes pas impliqué. Non. Vous vous cantonnez aux discussions contractuelles au sens clause contractuelle. Oui. Les demandes des soumissionnaires, en fait, leur position quant aux clauses contractuelles, elles sont déposées quand? Sous quelle forme? Et avec leur soumission. Avec leur soumission qui avait été déposée à l'étape D et E, qui avait été évaluée à l'étape D et E, avant le dialogue compétitif. Oui, c'est ça. Parfait. La soumission amendée, là. Parce qu'il y a eu deux soumissions. Hein. Il y a eu une soumission... puis Oui. il y a eu une soumission amendée. D'accord. Mais là, il faut faire attention, c'est-à-dire que quand vous débutez le dialogue compétitif, c'est pas leur soumission amendée, c'est leur soumission initiale. C'est leur soumission initiale, oui. C'est ça. Parfait. Ils vont déposer une soumission amendée après le dialogue. Suite au dialogue, oui, excusez-moi, c'est ça. Parfait. Je vous écoute moi aussi. On suit. Donc, si on va voir la page 2, on a ici un calendrier proposé pour le dialogue compétitif. Oui. Puis on voit des carrés rouges et des ronds bleus. Si on remonte un petit peu la présentation, on voit que, bon, pour ce qui est des ronds bleus, c'est l'Alliance A, et pour ce qui est du carré rouge, c'est l'Alliance B. Oui. On voit au départ qu'on a une séance d'information puis une séance de démarrage avec les deux alliances. Oui. Et par la suite, à chaque jour, on va venir discuter avec l'une des deux alliances sur une thématique précise. Oui. Si je vous suggère que votre implication à vous aurait été le 8 novembre, le 10 novembre, puis si on descend un petit peu,
Donc, le 22 novembre et le 24 novembre. Oui. Où on va discuter des contrats. Oui. Quand on voit ici également le licensing, est-ce que ça, vous êtes impliqué pour les licences, pour le... Étiez-vous présent? Votre souvenir, évidemment, là, on comprend que... Écoutez, je ne m'en rappelle pas. Là, par après le dialogue, oui, j'ai été impliqué. Pendant le dialogue, je me souviens pas si j'ai été impliqué au niveau du licensing. Parfait. On va aller maintenant à la page 5 de la présentation. Et je vais vous poser la question là, de façon plus générale. Qui est le responsable à la société du dialogue compétitif? Monsieur Malenfant. On voit ici à la page 5, puis on va aller peut-être directement à la page 7. Donc, sur chacune de ces diapositives-là, on a les responsables du dialogue, c'est-à-dire M. Carl Malenfant, et on voit également Mme Caroline Foldes-Busque. Oui. Qui sont présents pour chacune des thématiques. Mais là, vous, votre nom apparaît comme ressource de première ligne pour le volet éditeur, le volet équipementier. Oui. Il y a par ailleurs personne qui est inscrit pour le volet contractuel service professionnel. Est-ce que vous savez qui, dans votre équipe, était présent là, comme ressource de première ligne pour ce volet-là? Non. Vous savez pas? Non. Est-ce que c'est possible que ce soit vous également ou ça serait... Écoutez, je ne pense pas avoir été impliqué au niveau service professionnel. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, là. Il n'y a pas de... Je vous dirais non. Je n'ai pas été impliqué. OK. Si on voit maintenant la colonne expertise, connaissance des ressources, on voit des experts juridiques qui sont inscrits. Oui. Peut-être je prends un pas de recul là. Pour ce qui est des ressources de deuxième ligne vis-à-vis votre nom, on voit M. Guimond, M. Fortin, M. Larouche, M. Guénard. Oui. Est-ce que ça, c'est des gens... C'est pas des gens dans votre équipe, ça? Non. Monsieur Guimond, je crois que c'était un avocat. Monsieur Larouche, c'était un expert métier. Là, il est à VPTI. Là, c'était un expert au niveau de l'infrastructure technologique. Maurice Guénard également est à la VPTI. Là. Il est contractuel pour la VPTI. Oui. OK. Puis là, justement, j'allais vous poser la question, pour ce qui est des experts juridiques, est-ce que c'est des avocats externes ou internes, à votre souvenir? Internes. Interne, oui. Là, on est bien dans le dialogue compétitif, là. Oui. C'est ça. Parfait. Donc, ça serait à ce moment-là, là, on spécule, là, mais ça serait, M. Guimond serait à l'ADAGE, à la direction des affaires juridiques de la société. Oui. Vous, avez-vous des avocats dans votre équipe au sein de la gestion contractuelle? Non. On se réfère à la direction des services juridiques. Parfait. Comment ça se passe de façon générale, M. Saint-Pierre, quand vous êtes présent là, au dialogue compétitif? Comment ça se passe, puis dans quel niveau de détail et de négociation on va quant aux clauses contractuelles? Ça s'est fait à un haut niveau. Premièrement, on a posé la question, bien, pourquoi vous avez déposé vos contrats? Bien, là, on a eu les réponses parce que c'est notre façon habituelle de travailler. Nous autres, on privilégie la signature de nos contrats. Puis, écoutez, là, il y a eu des questions sur un peu certaines clauses de leur contrat. Là, de leur contrat, des contrats de qui? De SAP et Oracle ou de... Il y avait des contrats d'IBM aussi. Au niveau de l'infrastructure technologique, il y avait des logiciels IBM là-dedans. Fait qu'il y avait des contrats de IBM. Il n'y a pas eu de contrat d'Oracle. Il n'y a pas eu Oracle n'a pas déposé son contrat dans le cadre du dialogue compétitif.
Bien, Oracle n'a pas passé Oracle n'a pas passé la première période de... Ah oui, vous avez raison, je m'excuse. OK? Les deux alliances, on a le même éditeur. on est vendredi. Les deux éditeurs, on a la même compagnie, là. Pardon? Les deux alliances, là, Oui. c'est le même éditeur, c'est SAP. Oui, c'est SAP. Mon erreur, oui. Parce qu'Oracle n'avait pas passé le Oracle n'avait pas passé. J'essayais pas de vous piéger. C'est les Non. intégrateurs, Le vendredi, je commence c'est les à- intégrateurs qui sont différents. Oui. Donc, vous dites... Avec SAP, vous dites, là? Fait que ça, Oui, les deux étaient différents, oui. Donc, vous dites SAP dépose son projet de contrat, mais vous avez également IBM qui a déposé son projet de contrat, son Oui. propre projet. OK. Sur les droits d'utilisation des licences IBM, etc. Là, OK, parce que, oui. Là, donc, il y a eu des discussions, mais vous dites que ça a été des discussions à haut niveau. Oui. Ça veut dire quoi, M. Saint-Pierre? Est-ce que ça veut dire qu'au sortir du dialogue compétitif, là, on a une entente ou on a fermé les discussions sur les clauses contractuelles? Non, les clauses contractuelles ont été revues en profondeur après le dépôt des soumissions, même je vous dirais peut-être avant. Ça a peut-être commencé même avant. Le dépôt des deuxièmes soumissions. Bon, alors là, justement, poursuivons sur votre implication. Il y a le dialogue compétitif, Oui. il y a des soumissions amendées qui sont déposées. Oui. Vous, est-ce que vous êtes impliqué dans l'analyse des soumissions modifiées? Est-ce que vous êtes impliqué dans le processus du calcul du coût total d'acquisition ou de l'adjudication du contrat? Non. Aucunement. Je n'étais pas membre du comité de sélection. OK? Mon volet était uniquement contractuel. Vous avez recommencé cependant à être impliqué dans le processus une fois que l'alliance SAP-LGS a été nommée comme adjudicatrice oui, du c'est contrat. ça. C'est ça. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe là. Suivant l'adjudication de l'appel d'offres, quelle est votre implication? Qu'est-ce qui se passe? Bien, là, on s'assied avec LGS puis SAP. Puis on regarde chacune des clauses du contrat. Eux autres nous parlent de leur contrat. Puis là, il y a une négociation qui se fait dans le but d'écrire un contrat. Qui est impliqué dans cette négociation? Moi, Maurice Guénard, M. Malenfant, Carl Malenfant. Il m'en échappe une personne. Là, Madeleine Chagnon. Madeleine a été impliquée un peu, oui. Oui. Bon, je vais vous exhiber un document tout à l'heure. Peut-être que ça va vous rafraîchir la mémoire sur, Oui. sur les... mais ces discussions-là, donc, ils ont lieu sous quel format? Ça va prendre combien de temps? Ça a lieu où? Puis ça va prendre combien de temps? Ça a lieu dans les bureaux de la Société Québec. Et écoutez, ça l'a abouti qu'on a signé en juin 2017. Ça veut dire que ça a pris 6 mois avant qu'on s'entende sur les clauses contractuelles. Vous avez négocié pendant 6 mois suite à l'adjudication du contrat. Oui. D'ailleurs, il y a eu un enjeu à un certain moment, si je ne m'abuse, quant au délai que ça prenait pour signer un contrat, puis le fait qu'on voulait commencer les travaux. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a signé l'entente de principe pour débuter les travaux de service professionnel. Donc, les travaux ont commencé avant même qu'on signe le contrat. Oui. Est-ce que c'est commun, ça, dans votre pratique, la Non. société? Non? Pas du tout. Pas du tout. On va aller voir, peut-être, justement, ça va nous aider. On va regarder ensemble le document qui s'intitule Contrat J'ai une cadre. question peut-être bête, là, mais le 6 mois de négociation, c'est fait avant l'entente de principe? Ou vous avez Non, total l'entente six de mois principe jusqu'à la signature du l'entente de contrat? principe a été signée, je pense, en mars OK. Oui, c'est vrai. 2017. Puis le contrat a été signé en juin 2017. Parfait. Donc, on serait à cheval, là, finalement. L'entente de principe est comme à mi-chemin dans le processus de négociation. Il me faudra avoir la date exacte. Là. Je pense que c'est février ou mars 2017. L'entente de principe a été signée. 31 mars 2017. Oui, on va aller voir.
On OK. va aller voir, Ben, on va c'est ça. regarder, Ben, on regarde, oui, c'était à mi-chemin, si vous voulez. Là. Donc, Madame la greffière adjointe, dans les documents contractuels, vous devriez avoir le contrat cadre. Sous 40P 213. Merci. Donc, peut-être qu'on peut aller tout de suite à la page 17, Madame la greffière adjointe. On va aller voir les dates, justement, de signature. Bien, si on descend un petit peu, donc on voit, comme vous mentionniez, M. Saint-Pierre, là, la signature du contrat le 14 juin 2017 par Mme Tremblay et par M. Malenfant, Oui. qui est également signé par SAP et LGS. Oui. Maintenant, si on revient, puis on va établir là, la date à la page 2. Je comprends que pour le site Internet, les signatures vont être caviardées, mec. Oui, absolument. Parfait. Donc, on peut, c'est parfait ici, Madame la greffière adjointe. Donc, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Monsieur Saint-Pierre, soumission initiale le 4 avril, le dialogue compétitif par la suite, soumission amendée le 23 janvier 2017. Oui. Là, va s'enclencher une période de négociation, c'est bien ça? Oui. Le 31 mars 2017, on signe une entente, on convient d'une entente de principe Oui. en vue d'entreprendre certaines démarches préliminaires et effectuer certaines interventions en vue du démarrage du programme de transformation. Mhm. On a par la suite des avenants à l'entente de principe qui sont convenus Oui. pour finalement signer le contrat cadre comme on a vu au mois de juin 2017. Oui. Est-ce que ça s'est fait sans heurts, cette négociation, M. Saint-Pierre? Est-ce qu'il est arrivé un événement particulier pendant la négociation? Oui. C'est que, je dirais, quelques semaines avant la signature du contrat. Donc, au mois de mai-juin, là? Oui, mois de mai, là, mettons. SAP nous a appris qu'il ne voulait plus signer le contrat de licence. Fait qu'on lui a demandé de nous trouver une solution parce que nous autres, on n'acceptait pas ça. Il ne voulait pas signer le contrat de licence qui était sur la table, qui était en cours de négociation? Il n'acceptait pas que les clauses du contrat de la société, appelons-le même, là, prévalent sur les clauses de SAP qui étaient en annexe au contrat. Puis ça, c'était écrit dans le document d'appel d'offres, ça. Fait que, on apprend ça à peu près, comme je disais, à peu près 3 semaines, un mois au milieu mai, si vous voulez. Là. Et de là, ensemble, en tout cas, on a trouvé une solution, c'est que là, ils ont nommé LGS, revendeur autorisé SAP, qui appelle un LPAR, qu'on utilise, le mot qu'on utilise dans le contrat, là, qui faisait qu'on pouvait signer le contrat de licence avec LGS. Que SAP acceptait ça, OK? Qu'on signe, de nommer LGS, revendeur autorisé, puis chez SAP, qu'il est permis de signer des ententes avec des revendeurs autorisés SAP. C'est comme ça qu'on s'en est sorti, c'est pour ça qu'il est sorti 3 contrats. OK, on va y venir aux 3 contrats, mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au mois de mai 2017, Oui. SAP ne veut pas signer le contrat de licence. Non. Et dans les faits... Il ne veut pas signer aucun contrat si
nos clauses passent avant les leurs. OK. Mais ça, c'est pas un enjeu. Ça avait été annoncé ou on l'avait vu venir dans le dialogue compétitif, là. Oui. On a été très surpris. Au cours du dialogue compétitif, vous avez été très surpris? Non. Quand SAP nous a fait l'annonce, cette annonce-là, qu'il ne voulait pas signer, Oui. si on conservait cette clause-là, on était surpris parce que cette clause-là était dans le document d'appel d'offres, puis, tu sais, comment ça se fait qu'il nous arrive si tard avec ça, là? OK? Fait que ça a eu des discussions assez houleuses. Avec qui? Entre qui? Les discussions assez houleuses? Mais je dirais que M. Mélenchon est extrêmement déçu de cette attitude-là de SAP, que s'il ne nous trouve pas de solution, il n'aura pas de projet. LPAR, c'est Local Partner, Oui, c'est ça. partenaire local. Oui, c'est ça. Là, on s'entend, là, à ce moment-là, M. Saint-Pierre, quand SAP vous dit « Moi, je ne signerai pas de contrat si mes clauses ne prévalent pas sur les tiennes Oui. », le contrat a été adjugé. Là. Le contrat a été adjugé à l'Alliance. Il y a eu adjudication. Oui, on a annoncé à l'Alliance, suite au dépôt des soumissions amendées, que c'est eux autres qui l'avaient. Là. C'est ça. Okay? On a choisi notre partenaire de danse. Là. Oui. C'est l'Alliance qui a été sélectionnée. Puis, Oui. est-ce que j'ai raison de dire que à ce moment-là, ça passe ou ça casse? C'est-à-dire que vous êtes condamné à vous entendre avec l'Alliance sur un contrat. Sinon, tout le processus déraille. C'est-à-dire qu'il faut recommencer le processus On recommence le processus d'appel d'offres. au complet, Oui. sur lequel on travaille depuis 3 ans. Oui. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le contrat de licence, au final, la société ne l'a pas signé avec SAP. Le signé avec LGS. OK, c'est ça. On va aller voir le contrat de licence. Contrat de licence et droit d'utilisation de progiciel. Peut-être pendant qu'on y va, puis là, vous en avez une copie aussi, je Oui. pense, M. Saint-Pierre, devant vous. Oui. On a regardé le projet de contrat. On a regardé le projet de contrat au début de votre interrogatoire, il y a quelques minutes. Il y avait un contrat. Oui. Là, vous dites qu'il y a 3 contrats. Oui. Comment ça se fait? C'est quoi votre compréhension là, Bon, du fruit de cette premièrement, négociation? on voulait quand même... on voulait conserver la responsabilité des SAP. Là. On voulait que SAP continue à être responsable de sa solution. OK? Fait que c'est pour ça que c'est signé un contrat cadre. Le contrat cadre était beaucoup sur les résultats à atteindre pour combler nos besoins, etc. Là, on voulait que SAP s'engage puis signe. Qu'elle signe un contrat à tout le moins. Là. Oui, oui. Puis pour les 2 autres, le contrat de licence, comme je vous ai dit, ils ne voulaient pas le signer. Fait que on a fait un contrat de licence sous le contrat cadre et un contrat de service professionnel sous le même contrat cadre. Parce que les services professionnels étaient surtout exécutés par LGS. Là. SAP était moins impliqué au niveau là-dedans. Là. Parfait. Fait que c'est la raison pourquoi que, ça allait aboutir en 3 contrats. Donc, on voit justement à l'écran en ce moment le contrat de licence et droit d'utilisation de progiciel. Oui. Signé donc entre la société et Groupe Conseil LGS. Oui. On peut peut-être descendre pour s'assurer là, qu'il n'y a pas d'autre partie qui a signé ce contrat. Ce sera coté sous 40 P214. Et finalement, Monsieur Saint-Pierre, nous allons regarder le 3e contrat, qui est le contrat de service professionnel et de vente d'équipement. Oui. Vous le cotez sous 40 P215. 215, merci. Bon, ici,
à des fins d'éclaircissement, là, quand on parle de contrat de services professionnels et de vente d'équipement, de quel équipement on parle? De l'infrastructure technologique IBM. Donc, de façon concrète, là, pour le commun des mortels. Les serveurs, les logiciels qui servent à faire rouler les serveurs pour déposer les licences pour traiter les données, finalement. Parfait. Tout, Donc, c'est pas le PGI en tant que tel, mais ce n'est pas le PGI en tant que tel. PGI, c'est une solution logicielle, ça, C'est ça. qui correspond à des besoins fonctionnels. Parfait. L'infrastructure, c'est l'infrastructure technologique. Excusez, c'est les serveurs, les logiciels qui font ces serveurs pour faire rouler des applications. Puis, mais c'est matériel, ça. C'est ça. C'est du matériel Oui. qui provient donc de IBM Oui. et non de SAP. Non, C'est ça. IBM. Maintenant, si on regarde donc le contrat de service professionnel et de vente d'équipement, on a donc la société et l'autre partie étant la société conseil groupe LGS. Oui, Donc, on se trouve, M. Saint-Pierre, au final, avec un contrat cadre oui, et 2 contrats sous le contrat cadre. oui. Et ces 2 contrats, le contrat de licence et le contrat de service professionnel et d'équipement, sont signés exclusivement par LGS Et la SAC. et la La société, société, évidemment. oui. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne, s'il vous plaît, dans le contrat cadre. Et peut-être une des choses qui nous frappe, là, monsieur Saint-Pierre, quand on Oui. regarde ces 3 contrats, d'abord, c'est à quel point ils sont... Bien, on a d'abord le contrat qui a été publié dans les documents d'appel d'offres, Oui, qui ont quelques clauses uniquement, qui Oui. ont quelques pages. oui, Évidemment, il y a des clauses. Il y avait les clauses 14 et suivantes qu'on a Oui. regardées tout à l'heure qui étaient à compléter. Mais il en demeure pas moins qu'on a un document, on a un contrat à signer qui est relativement succinct, qui est unique. Puis là, ce qu'on vient de voir, c'est 3 contrats qui sont autrement plus substantiels et volumineux. oui, c'est ça. Pour quelles raisons? Est-ce qu'on a débordé du cadre négociable dans le contrat publié dans l'appel d'offres? Écoutez, il faudra revoir, il faudra faire vraiment un exercice de comparaison, là, clause par clause, là, OK? Mais juste le fait de signer 3 contrats au lieu d'un, on vient de déborder, là. On se comprend. On va aller voir certaines clauses justement Oui. ensemble. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est bien comment ces contrats-là, comment tous les documents contractuels ont préséance l'un sur l'autre. Donc, dans le contrat cadre, on va aller à la page 3, s'il vous plaît. Donc, dans le contrat cadre, on voit document contractuel. Le contrat est constitué, 2 points. Et là, on descend à la page suivante, la page 4. Donc, des 3 contrats, le contrat cadre, le contrat de service professionnel et le contrat de licence. Ensuite, on nomme les documents d'appel d'offres. Donc, ça, c'est les documents qui ont été publiés à l'étape C, M. Saint-Pierre. Oui. Est-ce que Vous êtes à 1 point quoi, là? Les documents d'appel d'offres, 1.3.2. soumission constituée de... C'est là qu'on est, là? je suis juste avant, là. Pour l'instant, je suis à 1.3.2, OK, qui est oui. les documents d'appel d'offres, Oui. qui sont publiés à l'étape C. Oui. Oui, Oui, oui. après la préqualification. C'est ça, exactement. Parce qu'il y en a eu 2 documents d'appel d'offres, on s'entend, là. Il y en a eu un, après ça, il y a eu un amendé suite au dialogue compétitif. C'était un peu ce qu'on dit, là. Bien là, c'est-à-dire, il ne faut pas mélanger 2 choses, M. Saint-Pierre. Il y a les documents d'appel d'offres qui sont publiés par la société, puis Oui. il y a la soumission qui Oui. est envoyée par les soumissionnaires. Oui. D'accord? Donc, les documents d'appel d'offres, eux, ils ont été publiés une seule fois. Il y a eu des addenda, Oui. mais elle a été publiée une seule fois. Bien, après le dialogue compétitif, là, OK, il y a eu un document qui modifiait l'appel d'offres, là. Par addenda ou un document en tant que tel? Je crois que c'est un document qui a OK. été...
Je pense pas que ça soit été un agenda. Il faudrait vérifier, là, mais... Pendant la pause, on pourra faire des vérifications. Oui. Parfait. Donc, vous dites que non seulement il y aurait eu des documents d'appel d'offres après dialogue compétitif auraient été modifiés, puis il y aurait une soumission également modifiée. On a reçu une deuxième soumission, OK, qui modifiait la première qui avait été déposée. Ça, c'est ce qui est à 1.3.3. Oui, c'est ça. Parfait. Si on va voir maintenant la clause de préséance à 1.4, on mentionne en cas de conflit entre les termes de l'un ou l'autre des documents contractuels et sous réserve de l'ordre de préséance stipulé au contrat de service professionnel ou au contrat de licence en regard des annexes à chacun de ces contrats, les termes du document qui figurent en premier dans la liste reproduite à l'article précédent prévaudront sur ceux des documents qui le suivent. Donc, si on remonte, je comprends de façon générale, M. Saint-Pierre, que les contrats qui ont été négociés et signés au début de l'année 2017, dans la première moitié de l'année 2017, ont préséance sur les documents d'appel d'offres et sur les soumissions qui ont suivi. Oui. C'est ce qu'on voit, là. Parfait. Peut-être qu'avant, on regarde les clauses en tant que telles, monsieur. Oui, monsieur pause de le commissaire. 20 minutes.